مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في هذا العدد الجديد من حصتكم الموعد السياسي. في هذا العدد الجديد نستضيف جزائري ولد في فرنسا في الضاحية الباريزية، من أب جزائري وأم جزائرية، من أب من ولاية شلف وأم من ولاية بجاية. كبر ودرس في المدارس الفرنسية وناضل في السياسة الفرنسية حتى وصل به الحال أن يدعم المسلمات المنقبات في فرنسا التي يمنعهم القانون الفرنسي الجديد من ارتداء النقاب في الشارع. قرر هو ومسلمون آخرون هنا في فرنسا تدعيم كل مسلمة منقبة تأتيها غرامة مالية إثر ارتدائها للنقاب، وأسس لصندوق تضامن مع المنقبات وضع فيه ما يقارب 1,000,000 أورو. هذا الجزائري الأصل سئم السياسة الفرنسية وقرر خوض السياسة الجزائرية بلده الأصلي. مشاهدينا الكرام، أدعوكم للترحيب بالسيد رشيد نكاز. رشيد نكاز، مرحبا بك. الله يسلمكم. السلام عليكم أزول فلاوان. Vous avez décidé de vous porter candidat à la présidentielle algérienne. Premièrement, est-ce que vous pouvez nous dire aux Algériens qui est Rachid Nekaz? Rachid Nekaz, c'est d'abord et avant tout un citoyen algérien, Mouwatan al-Jazairi, qui est né en France, qui a vécu 40 ans en France et qui a eu la chance, malgré le fait que mes parents n'ont pas été à l'école, qui a eu la chance de faire des études de philosophie et d'histoire donc à Paris, et qui ensuite est devenu un entrepreneur dans l'immobilier. Et aujourd'hui, j'ai la possibilité de financer un certain nombre d'actions pour défendre les libertés publiques, ce qu'on appelle le huquq al-insani, les droits des citoyens. Et notamment, j'ai soutenu les femmes qui portent le niqab, donc en France, en Belgique, en Suisse et bientôt au Canada, pour défendre la liberté. Parce que pour moi, la liberté, c'est quelque chose de très important. Et aujourd'hui, si j'ai décidé d'être candidat aux élections présidentielles algériennes, c'est parce que je pense que le temps est venu que l'Algérie devienne une grande nation de liberté et une grande nation de la démocratie. Et pour cela, l'Algérie a besoin de tous ses enfants. Monsieur Nekaz, vous étiez déjà impliqué en politique en France. Qu'est-ce qui a fait que vous avez décidé de rompre avec la politique en France, votre pays de naissance, et vous consacrer à la politique algérienne, c'est-à-dire le pays de vos parents, votre pays d'origine? Qu'est-ce qui a motivé ce choix? En 2007, j'avais essayé d'être candidat aux élections présidentielles françaises et j'avais obtenu les promesses de signature de 521 maires. La difficulté, c'est que 2 semaines avant la validation définitive de ces signatures, l'UMP, qui est le parti de Nicolas Sarkozy, avait fait pression sur 70 maires, donc Raïs El Beladia, pour qu'ils ne valident pas ma candidature. En clair, Nicolas Sarkozy ne voulait pas voir un Algérien candidat aux élections présidentielles françaises. Et j'ai voulu démontrer ce problème-là, notamment en écrivant au président du Conseil constitutionnel français, qui avait répondu la chose suivante. Il avait dit « Ce n'est pas grave si M. Nekaz a vu 70 maires subir des pressions de l'UMP, car ça ne remettait pas en question l'élection présidentielle française. » Et là, je me suis dit, finalement, la France, elle se comporte toujours à l'égard des Arabes, et des Algériens notamment, comme à l'égard des indigènes. En gros, si M. Nekaz, Rachid a un problème, ma'alish, c'est pas grave. Moi, je me suis dit, je ne vais pas laisser les choses comme ça. C'est pourquoi, en 2012, j'ai décidé publiquement, devant les médias notamment, d'acheter un parrainage d'un maire et de le diffuser sur Internet. Et bien, figurez-vous que ce même président du Conseil constitutionnel, M. Debré, a décidé d'alerter la justice et de me mettre en prison pendant 1 semaine. 1 semaine en prison à Fresnes. Tout ça parce que j'avais démontré la corruption de l'élection présidentielle française. Et j'ai dit à la justice française que finalement l'Algérie est beaucoup plus démocratique que la France, parce qu'au moins en Algérie, on a juste besoin
de 60 000 signatures de citoyens algériens pour être candidat aux élections présidentielles, alors qu'en France, si on n'est pas parrainé par des élus qu'on achète, vous ne pouvez pas être candidat aux élections présidentielles françaises. Et bien, le fait d'avoir eu cette initiative a fait que la justice aujourd'hui demande à ce que je sois en prison pendant 3 ans. Moi, je leur ai dit, vous pouvez me mettre en prison même pendant 132 ans, je continuerai à être un homme de principe et de vérité. Et le fait que vous ayez démontré que des élus en France pouvaient être achetés ou pouvaient vendre leur parrainage, est-ce que ça a fait réagir la justice? Parce que vous avez une preuve matérielle quand même. Bien sûr, j'ai fait un film que j'ai diffusé sur Internet sur l'achat Que j'ai vu, oui. de ce parrainage, mais la justice française ne veut rien savoir, ni la justice, ni les hommes politiques français. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas admettre qu'il y a une corruption au niveau de l'élection présidentielle française. Mais je leur ai dit, si vous continuez comme ça, en 2017, je ferai annuler l'élection présidentielle française avec une méthode qui est très simple. Il suffit que j'achète un parrainage, que j'attende l'élection présidentielle, et ensuite je dis, cette élection n'est pas valide puisqu'il y a un parrainage acheté qui a permis la candidature du gagnant. Donc, aujourd'hui, quand on est algérien en France et qu'on veut faire avancer les choses, on vous trouve suspect, c'est pas normal. Donc, puisque c'est pas normal, je préfère apporter mon énergie, mon enthousiasme à votre pays d'origine, à mon pays d'origine qui s'appelle l'Algérie. Et comme disait Camus, entre ma patrie et ma mère, j'ai choisi ma mère, et ma mère, c'est l'Algérie. C'est l'Algérie. Et dans votre combat pour les droits civiques des femmes portant le niqab en France, en Belgique, est-ce que, par exemple, en parlant de l'Algérie, est-ce que vous avez eu un soutien, parce que vous avez été pas mal médiatisé dans cette affaire, est-ce que vous avez été soutenu par les autorités algériennes ou l'ambassade d'Algérie en France, voire même qu'on appelle ça le CFCM, le Conseil français du culte musulman, dans votre démarche? Depuis 2010, j'ai décidé de créer un fonds d'1 million d'euros pour payer toutes les amendes des femmes qui portent librement le niqab dans la rue. Et les soutiens que j'ai obtenus, ce sont des soutiens qui viennent du monde entier. Des États-Unis, d'Indonésie, du Canada, d'Angleterre, de Suisse, et notamment de grands chefs spirituels en Iran ou en Égypte. Mais malheureusement, je n'ai pas eu le soutien ni des autorités algériennes, ni du CFCM. En France, peut-être qu'il manque un peu de courage. Mais ce n'est pas mon problème. Absolument. Et après, vous avez décidé de vous consacrer à l'Algérie. J'ai une question, ma première question qui vient en tête, c'est qu'est-ce qui a fait que? Parce que là, vous étiez militant dans un pays qui est, bon, même de façade démocratique, mais où les libertés individuelles et collectives sont plus ou moins garanties. Et là, vous rentrez dans un combat politique dans un pays où il est interdit de se réunir sans autorisation. Il est interdit d'avoir un journal sans une autorisation. Il est interdit d'avoir un parti politique sans autorisation. Est-ce que vous mesurez un petit peu, disons, l'enjeu qui vous attend? Parce qu'on parle de l'Algérie. Vous savez, je ne dis pas que l'Algérie, c'est le paradis des libertés. Mais j'ai pu constater, lorsque j'ai fait ma déclaration de candidature à la frontière algéro-marocaine le 3 juin dernier, que je n'ai pas eu de difficulté à me présenter à la frontière. Il y avait en effet un certain nombre de voitures de la gendarmerie nationale algérienne, mais ils ne m'ont posé aucun problème. Je suis 3 semaines sur 4 en Algérie, de Hardaïen à Alger, de Annaba à Marniya, et je n'ai pas rencontré à ce jour de difficultés lorsque j'organise des petites rencontres dans des cafés ou dans des petites salles en Algérie. Donc, de mon point de vue, en tant que candidat indépendant, candidat de la jeunesse et du changement en Algérie, je n'ai pas rencontré de difficultés concernant ma liberté de mouvement ou ma liberté d'expression. Je vous donne un exemple. Récemment, il y a un jeune blogueur qui a été condamné par la justice algérienne et qui se trouve en prison. J'ai décidé d'intervenir et de lancer un appel au président de la République algérienne de façon à ce que ce jeune-là, quels que soient les propos qu'il ait pu tenir, soit libéré. Car dans un pays de droit et de liberté, il n'est pas bon d'emprisonner des jeunes parce qu'ils auraient partagé des photos sur Facebook. Je n'ai pas reçu de mise en garde des autorités algériennes ou de
ces choses de cette nature. Ça a même été relayé dans la presse aravophone notamment. Est-ce que votre demande a reçu un écho favorable au niveau de la présidence de la République? Pour l'instant, il n'y a pas eu d'écho favorable. De la même façon, par exemple, que ma demande de changement du système des parrainages en France pour l'élection présidentielle n'a pas été changée par le président. Ils ont préféré me mettre en prison. Oui. Donc, tant que les autorités algériennes ne me mettent pas en prison, comme la France m'a mis en prison, je considère qu'il y a un espace de liberté. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas y travailler. Et ma candidature en tant que candidat des jeunes et du changement est de développer davantage cet espace de liberté en mettant en place, Inch'Allah, un véritable état de droit où la liberté d'expression et la liberté de mouvement sont garanties pour toutes et pour tous. Mais pour cela, il faut y travailler ensemble. Est-ce qu'en vous déclarant candidat ou en décidant de vous porter candidat à l'élection présidentielle, vous avez un petit peu, disons, fait un calcul autour d'un discours qui pourrait être tenu contre vous? Parce qu'il y a un certain discours démagogique dans la classe politique, notamment celle appartenant au régime, qui consiste à dire que les Algériens vivant à l'étranger, notamment en France, sont soit Hizb França, soit des ennemis, soit des Harkis, soit... Est-ce que vous vous attendez à ce genre de discours ou à ce genre d'attaque qui pourrait être considéré comme des attaques en dessous de la ceinture? Dès que j'ai commencé à me porter candidat aux élections présidentielles algériennes, c'est vrai, j'ai entendu ce type de remarques qui disait هذا رشيد نكاز شكون هذا تربى في فرنسا زاد في فرنسا شا راه حس بروحو راه حس بلي في الجزائر ما كاش المواطنين اللي يعرفوا اللي يقدروا يولوا ان شاء الله رئيس الجزائر. واش نوجههم؟ كاسكو جو لوغ ريبون؟ اما وبابا جزائريين زادوا في فرنسا تربوا في فرنسا وعاشوا في فرنسا بصح عاشوا في فرنسا كيما الجزائر كانت فرنسا. عاشوا كجزائريين. نعم. فوالا هما جزائريين بابا وما ودادا وننا جزائريين وانا كما يقولوا عروبي تاع الصح. انا في واد الشلف كما قلت. Mais est-ce que vous, dans tout ça, est-ce que vous considérez que les Algériens qui vivent à l'étranger ou là, qui sont nés à l'étranger, est-ce qu'ils ont quelque chose à apporter à leur pays d'origine? Parce que là, par exemple, dans le football, c'est un exemple tout bête, si on n'a pas une équipe d'Algérie qui est composée à 95% de jeunes qui viennent des banlieues parisiennes, des banlieues françaises, on n'ira jamais en Coupe du Monde, même pas en Coupe d'Afrique. Alors, est-ce qu'il n'est pas possible aussi que si ces compétences footballistiques peuvent faire que l'Algérie se qualifie en Coupe du Monde, est-ce qu'on n'a pas besoin aussi de ramener les compétences algériennes qui vivent à l'étranger pour faire avancer le pays sur les plans économiques, sociaux et politiques, pourquoi pas? Je suis un vrai citoyen algérien. أنا جزائري تاع الصح. بابا وما جزائريين زادوا في الجزائر عاشوا في الجزائر. Et aujourd'hui, il faut nous considérer comme des Algériens à part entière, même si des enfants comme moi sommes nés en France, et même s'il y a 6 millions d'Algériens aujourd'hui qui vivent à l'étranger, ce sont des Algériens, et les Algériens doivent considérer leurs enfants de l'étranger comme des vrais enfants qui aiment la patrie et qui aiment l'Algérie. Donc je n'accepte pas qu'on remette en question le fait que nous sommes les Algériens, et je n'accepte pas les critiques qui disent que nous sommes là pour défendre une autre nation ou un autre pays. Nous sommes là pour défendre l'Algérie avant tout, et nous sommes là pour faire de l'Algérie un modèle dans le monde entier. Pour répondre à votre question, oui, je considère que les Algériens de l'étranger, les 6 millions d'Algériens qui vivent à l'étranger, peuvent apporter quelque chose de très important à l'Algérie d'aujourd'hui. Aujourd'hui, il manque beaucoup de savoir-faire, beaucoup de compétences en termes d'organisation notamment, et je pense que les cadres algériens, il y a plus de 100 000 cadres algériens qui vivent à l'étranger, peuvent apporter beaucoup à l'Algérie, comme un peu les joueurs de l'équipe de foot algérienne qui sont majoritairement dans les clubs européens, notamment les clubs français. C'est grâce à eux qu'on a pu être qualifiés, notamment aux dernières échéances internationales. Et je pense que pour le prochain mondial, Inch'Allah, ça sera grâce aux Algériens de l'étranger que l'Algérie pourra enfin participer à la Coupe du Monde. Une Coupe du Monde. Je l'espère. Monsieur Rachid Naqaz, je reviens à vous dans la deuxième partie pour parler plus sur votre programme électoral. مشاهدينا الكرام، نعود معكم لنتمم الحديث مع السيد رشيد نقاش في هذا الجزء الثاني من حصة الموعد السياسي، فابقوا معنا بعد هذا الفاصل.
مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في هذا الجزء الثاني من حوارنا مع السيد رشيد نقاز المترشح للرئاسيات المقبلة في أفريل 2014 إن نظمت. سيد رشيد نقاز، أنتم ولدتم في فرنسا, vous êtes né en France et vous êtes automatiquement, vous avez acquis automatiquement la nationalité française, ce qui est normal en France, vu qu'en France on pratique le droit du sol. Vous savez très bien que la constitution algérienne interdit à un Algérien ayant la double nationalité, quelle que soit cette double nationalité, de se présenter à l'élection présidentielle. Qu'est-ce que vous avez fait, vous qui êtes né en France, pour pouvoir vous présenter à cette élection et ne pas tomber dans ce piège constitutionnel qui pourrait vous interdire la porte de la candidature à cette échéance? D'abord, je dois dire que l'article 73 de la Constitution algérienne donc, stipule qu'on n'a pas le droit d'avoir une autre nationalité que la nationalité algérienne. Pour se présenter à l'élection présidentielle. Absolument. Je trouve ça déplorable. Pourquoi? Car la Constitution algérienne d'aujourd'hui considère que les 6 millions d'Algériens qui vivent à l'étranger, finalement, ne seraient pas des citoyens algériens comme les autres. Oui, c'est des citoyens de seconde zone. Ça, je ne peux pas l'accepter. Donc si, Inch'Allah, je deviens président de la République algérienne, il est clair que je modifierai cet article 73 de la Constitution afin que tous les Algériens, qu'ils vivent en Algérie ou à l'étranger, puissent être candidats aux élections présidentielles algériennes s'ils le souhaitent. En attendant, comme je suis un légaliste, j'ai décidé de me conformer à l'article 73 de la Constitution et j'ai donc décidé de renoncer à ma nationalité française en écrivant au président de la République, M. François Hollande, le 14 juillet dernier, afin qu'il me retire la nationalité. Et j'ai donc obtenu la déchéance de ma nationalité française. Et à ce sujet, le 23 octobre dernier, j'ai rendu mon passeport français et en échange, donc là vous voyez mon passeport algérien. Donc j'ai demandé aux autorités françaises de m'accorder un visa, comme n'importe quel citoyen algérien, afin de pouvoir faire des allers-retours en France ou partout dans le monde entier où je me déplace. Là, vous êtes en attente d'une carte de résidence. Normalement, j'attendrai un titre de séjour. Oui. Mais en attendant, j'ai un visa, comme n'importe quel citoyen algérien qui veut vous permet de rentrer en France en attendant votre titre Absolument. de séjour. Mais voilà. Aujourd'hui, je suis juste algérien. Monsieur Rachid Nqaz, ce site est à votre honneur, mais on a vu des Algériens, seulement Algériens, qui n'ont jamais vécu à l'étranger, qui ont occupé des postes ministériels et qui se sont comportés comme des voyous. C'est-à-dire qui ont détourné des millions et des millions d'euros de l'argent public. Est-ce que le fait juste d'avoir juste la nationalité algérienne ou avoir une double nationalité, voire une triple nationalité, peut faire de vous, Rachid Nqaz ou quelqu'un d'autre, un patriote? Est-ce que c'est comme on dit en arabe, mi'yar? Est-ce que c'est une référence de patriotisme ou de loyalisme par rapport à son pays? J'aimerais dire que cet article 73, c'est un peu du nationalisme primaire. On le sait très bien que ce n'est pas la nationalité qui fait la sincérité ou, j'aimerais dire, la droiture d'un individu, mais ce qui compte, ce sont ses valeurs et ses principes. Al-Qayyam, quelles sont les valeurs que vous avez? Moi, mes parents m'ont enseigné des valeurs de justice, de vérité, de solidarité. Et c'est ce que j'essaie de faire depuis 40 ans, depuis que j'ai un peu de moyens. J'essaie de défendre, par exemple, la liberté des femmes qui portent le niqab, notamment, dont on a parlé. Mais je me suis rendu au Soudan pour essayer de défendre aussi une femme qui refusait de porter le voile. Je me suis rendu en 2009, par exemple, pour essayer d'aider des citoyens chinois musulmans qui étaient victimes de la dictature chinoise et étaient condamnés à mort. Absolument. Donc voilà, j'essaye, avec les valeurs qui sont les miennes, de défendre des idées et des idéaux. Donc aujourd'hui, ce n'est pas le passeport qui fait la sincérité, ce sont les valeurs. Et j'espère, Inch'Allah, au travers de cette candidature aux élections présidentielles, démontrer au peuple algérien, et notamment aux jeunes, que j'ai beaucoup apporté, comme les 6 millions d'Algériens qui vivent à l'étranger, et même s'ils ont une autre nationalité. Monsieur Rachid Nqaz, est-ce que vous êtes conscient que, par exemple, pour une certaine classe politique algérienne, notamment dite démocrate et laïque, celui ou celle qui défend le port du voile, que ce soit en Algérie ou en France, pourrait être considéré comme étant un islamiste? Est-ce que vous êtes islamiste, monsieur Rachid Nqaz? Est-ce que j'ai la tête d'un islamiste? Je suis un militant des droits de l'homme.
Et comme je l'ai expliqué aux Français, aux Belges, aux Suisses, aux Canadiens, sachez une chose, tant que j'aurai les moyens, je défendrai la liberté des femmes de porter l'habit de leur choix. Que cela vous plaise ou vous déplaise. J'ai eu le droit à 2 contrôles fiscaux internationaux, où le fisc français, par exemple, me réclame 900 000 euros. Je ne sais d'où ça sort. J'ai eu le droit à 1 semaine de prison. J'ai eu le droit à une plainte du ministère de l'Intérieur français qui m'a condamné pour rébellion. J'ai fait appel parce qu'on me considère comme un activiste. Mais je suis un activiste des droits de l'homme. Je le revendique et je l'assumerai toujours. Donc, mais je tiens à dire au peuple laïque d'Algérie qu'il n'a rien à craindre avec moi, car je défends la liberté. Mais défendre la liberté, ça ne veut pas dire renoncer à ses valeurs. Je suis un musulman aussi, je l'assume, mais je sais faire la part des choses. Et vous vous situez où entre la laïcité et l'islam politique? Moi, je considère que l'islam n'a pas à intervenir dans le jeu politique. Ni dans le jeu politique français, ni dans le jeu politique algérien. Mais est-ce que vous vous rendez compte que là, on parle d'Algérie? C'est-à-dire que les gens... c'est la vision par rapport à l'islam en politique est très différente dans un pays comme l'Algérie ou le monde arabe et un pays comme la France. Est-ce que vous vous rendez compte que en disant cela, ça pourrait nuire à votre image de candidat quand même par rapport à un électorat qui pourrait être considéré comme islamiste, qui pourrait être important? J'essaie pas de soigner mon image, j'essaie d'avoir un discours de vérité. D'accord. Mon discours de vérité est très simple. Je crois que l'islam, c'est d'abord et avant tout un enseignement. Ce sont des valeurs que l'on doit enseigner aux enfants, dans la famille, et la société algérienne doit s'inspirer des valeurs de l'islam. Mais sur le champ politique en tant que tel, je considère que l'islam n'a pas à intervenir. Je l'ai prouvé durant ces dernières années, je suis un vrai militant des droits de l'homme qui défend aussi les valeurs musulmanes. Mais je n'ai pas envie de faire d'amalgame entre l'islam en tant que culture et civilisation et le jeu politique qui doit rester un jeu entre partis politiques qui se battent à coups de projets. Mais en aucune manière l'islam doit intervenir dans le jeu politique. C'est ma philosophie et je l'assume. D'accord. Et c'est courageux de votre part de l'assumer parce que j'ai rarement entendu des laïcs qui viennent en France et qui disent qu'ils sont laïcs et démocrates tenir le même discours qui tiennent ici en France. Le même discours en Algérie. En Algérie, ils deviennent musulmans, voire même islamistes, et qui vont même avoir des zaouïas. Monsieur Rachid Naqaz, l'élection présidentielle approche. Et on voit que, à part vous et 2 ou 3 personnes qui sont considérées ou déclarées candidats officiellement à l'élection présidentielle, il y a une certaine congélation de la classe politique. Ni le président actuel ne s'est déclaré candidat à sa propre réélection, ni d'autres, ce qu'on pourrait considérer comme étant des poids lourds de la politique algérienne, ne se sont prononcés. Vous vous situez où? Est-ce que vous êtes dans la continuité du régime ou est-ce que vous êtes dans la réforme? Et si vous promettez des réformes, quelles réformes vous nous promettez aujourd'hui si vous êtes élu président de la République algérienne? Vous savez, ça fait 20 ans que je suis la vie politique algérienne. En 1988, en octobre 1988, j'étais à Alger lors des manifestations. Où malheureusement, il y a eu plus de 1000 jeunes qui ont été tués. Oui. Et à l'époque, comme beaucoup d'Algériens, je considérais qu'il y avait un espoir en Algérie. Et on s'est rendu compte en 91 que cet espoir a été brisé. Aujourd'hui, je me considère comme un héritier de cet espoir de 1988, en ce sens où je crois que l'Algérie, aujourd'hui, est à la croisée des chemins. On a beaucoup parlé de printemps arabe, moi j'aimerais parler d'un printemps algérien. Je m'inscris dans la droite ligne du printemps berbère des débuts des années 80, avec la révolte aussi berbère de 2001. Et je crois qu'il est temps aujourd'hui que cet espoir qu'il y avait en Algérie, aujourd'hui se matérialise, se concrétise au travers de la défense d'idées simples, d'idées universelles, d'idées de liberté, d'idées de justice sociale. Et je pense qu'aujourd'hui, depuis 20 ans, malgré la rente pétrolière, il y a un grand perdant, c'est la jeunesse algérienne. Je le vois bien, je les rencontre, je les entends, je les écoute, je les lis, et je vois qu'il y a un malaise profond. Et je veux répondre à ce malaise profond en étant le candidat de la jeunesse et du changement, car aujourd'hui, l'Algérie a besoin de changement. Oui, mais changement comment? Changement dans le comportement, changement politique. Est-ce que vous considérez que le système politique actuel est bon?
Est-ce que vous voulez le changer pour aller vers plus de démocratie? Est-ce que pour vous, le système actuel est démocratique ou pas? J'aimerais bien vous situer par rapport à l'état actuel des choses. J'ai décidé d'être candidat aux élections présidentielles algériennes. Si ma candidature est validée, cela voudra dire que ce régime permet l'émergence de nouvelles têtes en politique. Donc, en tant que tel, ma candidature est la démonstration que c'est possible de participer à la vie démocratique et politique de l'Algérie. Maintenant, si vous êtes en train de me demander si je fais partie de telle écurie politique ou telle autre, ma réponse est simple. Je ne fais partie d'aucune écurie politique. C'était pas ma question. Ma question est je veux savoir si vous êtes élu, si Rachid Naqaz est président de mon pays, est-ce que moi, Algérien, je pourrais constituer mon parti politique facilement avec vous? Est-ce que je pourrais avoir mon journal sans devoir demander mille et une autorisations? Est-ce que ma chaîne télé pourra exister en Algérie librement et animer les débats qu'on anime à l'étranger librement en Algérie? C'est ce que je voulais savoir. Si vous êtes en train de vous demander si Rachid Nekaz, le militant des droits de l'homme en France et dans le monde entier, s'il devient président de la République algérienne, va devenir un dictateur, la réponse, évidemment, est non. Je resterai un militant des droits de l'homme, je resterai attaché, arc-bouté aux valeurs démocratiques, aux valeurs de liberté, liberté d'expression et de mouvement. Et oui, vous pourrez créer votre journal, oui, vous pourrez créer votre parti politique, mais bien sûr, il y a des règles, et les règles, c'est l'ordre. C'est l'ordre. Et le respect d'autrui. Mais le souci avec l'ordre, c'est ça le problème, c'est que même avec le régime actuel, quand on veut interdire à quelqu'un d'exercer ses droits politiques, on lui dit que vous semez le désordre. Et c'est très facile de dire à quelqu'un qu'il ne se conforme pas aux règles ou plutôt à la Constitution ou à la loi. Donc, est-ce que vous allez donner un grand coup à ce système politique, histoire de le réformer complètement, radicalement, ou vous allez continuer avec le même système et avec plus d'ouverture, plus de démocratie, mais on gardera peut-être les mêmes règles. Par exemple, par rapport à la Constitution, est-ce que vous allez la garder? Est-ce que vous allez la changer? Vous savez, j'ai beaucoup de défauts, mais je ne suis pas schizophrène. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Je suis en train de vous dire qu'il y aura un vrai état de droit en Algérie. Donc ne vous inquiétez pas. D'accord, non mais je m'inquiète pas. Un état de droit, c'est quoi? Dans le monde entier, un état de droit, c'est quand la justice est indépendante. C'est quand la liberté d'expression et de mouvement des citoyens est garantie par la Constitution. Est-ce que vous mettrez le FLN au musée? Vous savez, les révolutionnaires de 1954 avaient tous entre 20 ans et 30 ans. D'accord. Et j'aimerais que l'Algérie de 2014 ressemble à l'Algérie de 1954. D'accord. Je crois avoir tout dit. Oui. Et la place des services. Parce qu'on sait très bien, celui qui connaît bien le système politique algérien pourra vous dire que les services de renseignement, ou l'armée en général, mais je parle des services de renseignement pour être plus précis, ils ont un pouvoir politique extraordinaire. Ils ont le pouvoir de désigner un président, ils ont le pouvoir de dégommer un président, ils ont le pouvoir de désigner un ministre, un gouvernement, des walis, des ambassadeurs, des consuls. Est-ce que vous allez mettre fin à ce pouvoir et rendre les services de renseignement algériens qui doivent exister sous un contrôle parlementaire ou laisser libre à ces mêmes services de continuer comme ils le font depuis 50 ans? Vous savez, si j'arrive à être candidat officiel aux élections présidentielles et si, Allahu alam, j'arrive à devenir président de l'Algérie en 2014, ça voudra dire que les services finalement ne décident pas de tout. Donc, c'est pas qu'ils ne décident pas de tout, mais je suis dans votre hypothèse. Ils peuvent avoir d'autres intérêts et vouloir donner l'air d'une plus grande ouverture et décider que M. Rachid Naqaz peut être candidat. Et c'est possible. Je continue mon raisonnement. Tfaddal, Sameh. Donc, si je deviens président de la République en 2014, comme je vous l'ai dit, je vais mettre en place un véritable état de droit où chacun est à sa place. D'accord. Les services de sécurité seront à leur place. L'armée sera à sa place, qui est définie très clairement dans la constitution algérienne et dont le rôle est très simple, c'est de garantir la sécurité du territoire. Là, je vois que mon pays est en train de fermer toutes ses frontières. Frontière avec le Maroc, frontière avec la Libye, frontière avec le Mali. Demain, ça va être frontière avec la Mauritanie et avec la Tunisie. Je dis, il est important de savoir où
nous sommes en Algérie. Mhm. Donc nous avons besoin d'une armée forte qui garantisse la sécurité du territoire national. Et à ce sujet, j'aimerais faire part d'une idée qui, à mon sens, est importante, c'est la suppression du service militaire obligatoire en Algérie et le remplacement, Oui. tout à fait, le Khidma al-Wataniya, et le remplacement par un service civique de 12 mois, où les jeunes Algériens pourront apporter leurs compétences et leur expérience au travers d'actions dans l'éducation, l'environnement ou dans les millions d'associations qu'il y a en Algérie. Mais en même temps, j'aimerais mettre en place une armée de métiers professionnelle, de façon à donner les moyens à notre armée de garantir la sécurité du territoire. Et au-delà de ça, j'aimerais jeter les bases d'une industrie militaire algérienne et au-delà maghrébine, de façon à ce qu'on arrête d'acheter des armes à l'étranger et qu'on produise nos propres armes. Car ce n'est pas en achetant des armes à l'étranger qu'on réussira dans un conflit éventuel à le Garantir gagner. notre propre sécurité, absolument. Tout à fait. Sur ce plan, vous trouverez rarement des gens qui pourraient être en désaccord avec vous. Mais là, vous parlez de frontières. Et vous Oui. parlez d'industrie militaire algérienne, ce qui serait l'idéal. Et vous dites industrie militaire, même maghrébine. Donc, je comprends que vous avez une vision du Maghreb. Cette vision du Maghreb a été partagée depuis le mouvement national algérien, depuis l'étoile nord-africaine. Et malheureusement, aujourd'hui, on en est là. On en est à une frontière fermée avec le Maroc, à une frontière fermée avec la Libye, des tensions entretenues de part et d'autre entre le Maroc et l'Algérie. Comment vous voyez-vous, Rachid Naqaz, président de la République algérienne, éventuellement, le règlement du problème avec le Maroc et du conflit, surtout autour du Sahara occidental? Par rapport à la question des relations entre l'Algérie et le Maroc, j'ai une position très claire. J'ai symboliquement fait ma déclaration de candidature à la frontière algéro-marocaine pour bien signifier que 50 ans de brouille avec notre voisin de l'Ouest, ce Oui. n'était pas acceptable. Barakat, ça suffit. Je ne veux plus que l'Algérie et le Maroc s'embrouillent, car nous avons des enjeux qui nous dépassent et qui sont beaucoup plus importants. D'accord. Donc moi je pense qu'il faut jouer carte sur table, remettre en place des relations bilatérales très fortes où on va parler de tous les problèmes. Du Sahara, de la contrebande, de la drogue, des frontières. Avec bien sûr, j'aimerais dire un principe de base, c'est que le droit des Sahraouis de devenir autonomes est un droit imprescriptible. C'est-à-dire que vous êtes pour l'autodétermination. Je suis pour qu'on consulte le peuple sahraoui s'il souhaite devenir indépendant Ou marocain, ou devenir ou marocain. c'est sa volonté et sa volonté devra être respectée. Que cela plaise ou déplaise au Maroc. Et le faire évidemment dans le cadre des instances de l'ONU. Donc c'est une position très claire. D'accord. Le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et cela je n'y dérogerai pas. Maintenant sur tous les autres problèmes, j'aimerais dire secondaires, que ce soit la contrebande, que ce soit la drogue, bien sûr il faudra lutter très efficacement Et contre par la rapport à drogue. la Libye et à la Tunisie, qui sont des deux régimes nouveaux, qui sont issus du printemps arabe, le régime algérien a réussi à faire de ces nouveaux régimes des ennemis de l'Algérie, ou faire croire aux Algériens que la Tunisie et surtout la Libye, post-Kadhafi, est devenu un pays ennemi. Comment Rachid Naqaz, devenu président de la République, envisagera les relations avec ces deux pays? Ne comptez pas sur moi pour faire de nos voisins naturels D'accord. des ennemis de l'Algérie. Je suis un vrai maghrébin. Moi, je considère que notre salut à terme, et notamment lorsqu'il n'y aura plus une goutte de gaz ou de pétrole, ce sera l'ensemble maghrébin. Et si je deviens président de la République, Inch'Allah, je vais œuvrer chaque jour pour la constitution d'un grand Maghreb, de façon à améliorer nos relations avec nos voisins, à créer un élan économique et de dynamisme international pour que le peuple maghrébin ne soit pas simplement un peuple sur une carte, mais un peuple réel avec une identité économique et une identité politique. Monsieur Rachid Naqaz, candidat à l'élection présidentielle, vous n'êtes pas sans savoir que la région du Sahel, qui est un prolongement naturel et stratégique de notre pays, l'Algérie, vit une instabilité politique et sécuritaire depuis 2 ou 3 ans qui s'accentue de jour en jour. On a vu que l'ancienne force coloniale française, qui est présente au Nord Mali, à la frontière algérienne, des militaires français ont déclaré recevoir une aide logistique de l'armée algérienne au niveau de la frontière malienne.
Le ministre français des Affaires étrangères déclare en 2012, et ce n'est pas un ministre algérien qui le fait, il nous annonce que le ciel algérien est ouvert aux avions de l'OTAN, française, américaine et britannique, ceci sans condition ni restriction. Premièrement, j'aimerais bien avoir votre avis sur cette attitude des autorités algériennes. Et deuxièmement, si vous êtes élu président de la République, qu'est-ce que vous feriez dans ce dossier malien et notamment dans le Sahel? Comment vous envisagez le rôle algérien dans ce conflit qui nous concerne? Si j'étais président de la République algérienne en 2012 ou 2013, je n'aurais jamais accepté que la France intervienne au Mali. Pourquoi? Car je considère que le Sahel, c'est la zone protégée ou la zone gardée de l'Afrique du Nord. Et il aurait fallu qu'il y ait une action bilatérale entre les deux grands voisins de l'Afrique du Nord, c'est-à-dire l'Algérie et le Maroc, pour que nous intervenions au Mali pour apporter notre médiation et en aucune manière laisser la France intervenir dans ce théâtre d'opération. Mais pour cela, il faut que nous cessions notre rivalité stérile avec le Maroc, car la France et l'Allemagne ont fait 3 guerres entre 1870 et 1945 et aujourd'hui c'est les meilleurs amis du monde. Et j'attends de la prochaine échéance que les relations entre le Maroc et l'Algérie soient des relations fortes pour que non seulement nous puissions relancer la belle machine maghrébine, mais aussi que nous puissions intervenir au Mali ou dans d'autres pays qui sont à nos frontières, notamment les pays voisins, pour qu'ensemble nous puissions régler ces problèmes-là. Mais pour cela, s'il vous plaît, cessons les enfantillages et les caprices d'État qui malheureusement font l'actualité depuis 50 ans. Est-ce que vous allez décider de refermer le ciel algérien ou de le laisser ouvert comme il est ouvert aujourd'hui aux avions de l'OTAN? Je viens de vous répondre. L'Algérie n'a pas à laisser les avions militaires français survoler le territoire national. Monsieur Rachid Naqaz, candidat à la présidentielle d'avril 2014, je vous remercie. مشاهدينا الكرام نعود مع السيد رشيد نقاز بعد هذا الفاصل لنتمم الحديث معه حول مشروعه الرئاسي وبرنامجه خاصة الاقتصادي والاجتماعي الذي يقترحه على الجزائريين في الانتخابات الرئاسية القادمة، فابقوا معنا. مشاهدينا الكرام، نعود بكم في هذا الجزء الثالث والأخير من حوارنا مع السيد رشيد نقاز المرشح للرئاسيات الجزائرية القادمة إن نظمت. Monsieur Naqaz, vous êtes candidat à l'élection présidentielle, vous avez sûrement un programme économique et social à présenter aux Algériens. Vous savez très bien que notre pays dépend à 98% des ressources naturelles, c'est-à-dire les hydrocarbures, les rentrées en hydrocarbures. Comment envisagez-vous l'économie algérienne? Est-ce que vous allez la laisser dans l'état actuel qui peut paraître ou qui plaît à beaucoup de lobbies d'intérêt en Algérie parce que c'est une économie qui encourage l'importation des produits manufacturés et des services au lieu de les produire localement, ou vous allez la réformer? Et si vous allez la réformer ou la changer, comment vous comptez faire? L'Algérie a des ressources naturelles. Et comme vous venez de le rappeler, 98% des devises viennent du pétrole et du gaz. Ce n'est pas acceptable. On ne pourra pas créer une économie nationale en se reposant définitivement sur simplement les ressources naturelles. Aujourd'hui, les importations algériennes, c'est à peu près 42 milliards de dollars par an. Je ne souhaite plus que l'Algérie reste une centrale d'achat de produits manufacturés étrangers. Et pour cela, il faut créer une économie nationale. Une économie nationale, c'est quoi? Ce sont des usines algériennes sur le territoire national algérien. Oui, j'entends que certains lobbies ne seraient pas contents si nous limitions les importations. Et pourtant, il faudra bien limiter les importations. Car aujourd'hui, nous avons des millions de chômeurs algériens qui n'ont pas de travail. Et qui dit pas de travail, ça veut dire pas de logement, donc pas d'avenir. Et bien moi, je préfère fabriquer à coût et à prix plus élevé en Algérie plutôt que d'importer le même produit à coût moins élevé. Car je préfère donner du travail aux jeunes Algériens plutôt que d'importer des produits
à bas Donc, coût. vous allez remettre les barrières douanières, c'est-à-dire que même le processus d'adhésion à l'OMC, on pourra dire que Rachid Naqaz va lui donner un coup d'arrêt. Parce que si on adhère à l'OMC, on ne pourra plus contrôler nos frontières. Mais il faudrait peut-être se poser la question, quel est l'intérêt de l'Algérie aujourd'hui d'adhérer à l'OMC? Quel est son intérêt? Absolument. Moi, je vous dis, aujourd'hui, l'Algérie n'a aucun intérêt pour sa jeunesse à adhérer à l'OMC. Ça ne m'intéresse pas du tout d'adhérer à l'OMC. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'offrir du travail à la jeunesse algérienne. C'est inadmissible que l'Algérie, avec les ressources naturelles qu'elle est, puisse avoir un chômage si élevé de sa jeunesse notamment. Donc mon objectif, c'est de créer dans toutes les wilayas des zones industrielles où je vais favoriser la création d'entreprises et l'implantation d'entreprises algériennes, de façon à ce que les Algériens puissent avoir un Est-ce que travail. vous allez faire appel aux entreprises internationales pour qu'ils puissent délocaliser leurs usines, notamment européennes, ou même qui pourraient être en Asie, en Algérie, comme c'est le cas par exemple du Mexique ou des pays du sud-est asiatique? Vous savez, je contacte beaucoup d'entreprises internationales et je leur parle de l'Algérie en tant qu'espace économique où la main-d'œuvre est intéressante, elle a faible coût, mais ils me disent on a un problème avec l'Algérie, c'est que la jeunesse n'est pas formée. Et c'est vrai. Donc tant qu'on n'aura pas formé la jeunesse algérienne au métier de demain, on ne pourra pas intéresser les entreprises internationales pour qu'elles s'installent en Algérie. Donc la priorité numéro un, c'est la formation, c'est l'éducation. Et pour cela, il faut encourager notamment les universités ou les grandes écoles étrangères à s'installer en Algérie pour former notre jeunesse. Et pas simplement à la langue arabe. Je suis moi-même victime, j'aimerais dire, du fait que je ne maîtrise pas la langue arabe. Mais il faut former la jeunesse algérienne aux nouvelles technologies, aux métiers de demain. Mais c'est aussi les métiers artisanaux, les métiers de base, électricien, plombier, maçon. Donc il nous faut un grand élan de formation de notre jeunesse en Algérie. Et lorsque ce travail aura été fait, là, on pourra convaincre les entreprises ou les groupes internationaux de s'installer en Algérie pour fabriquer les produits qu'aujourd'hui sont fabriqués à l'étranger. Et comment comptez-vous faire ces réformes quand je vous dis qu'en face, vous allez avoir de la résistance? C'est-à-dire que le lobby de l'importation est super important et super puissant. Les gens qui détiennent les monopoles, et je dis bien les monopoles de l'importation des légumes secs, du lait en poudre, du sucre, de l'huile, vont vous dire non, ça ne nous intéresse pas. Et puis c'est des gens qui sont super puissants, qui ont même des relais dans l'institution militaire et sécuritaire. Donc vous allez faire comment? Vous savez, pour devenir président de la République, Oui, on ne peut le devenir qu'avec la volonté du peuple. absolument. C'est facile, je vais procéder par référendum. Je vais consulter le peuple algérien et lui demander si oui ou non il veut limiter les importations, si oui ou non il veut mettre en place l'autosuffisance alimentaire. On voit bien qu'aujourd'hui la facture sur le plan agroalimentaire, c'est 15 milliards de dollars par an. C'est-à-dire que l'Algérie ne produit pratiquement rien sur le plan de l'agroalimentaire. Est-ce que c'est acceptable? Moi je dis non. Donc quels que soient les lobbies, je pense qu'avec la volonté du peuple, on pourra. Donc vous comptez mettre le peuple comme étant un acteur politique important. Évidemment. Un candidat aux élections présidentielles pour devenir président, il a besoin du peuple. Et bien, si ce président fraîchement élu a des difficultés à faire voter des mesures qui sont dans l'intérêt du peuple algérien, je procéderai par référendum. Est-ce que c'est une surprise pour vous si je vous annonce que la plupart des candidats déclarés aujourd'hui ou qui vont se déclarer dans les semaines à venir ne vont pas compter sur le peuple pour devenir président, ils vont compter sur les militaires? Est-ce que vous êtes au courant de cela? Alors, excusez ma naïveté, mais je suis un démocrate et moi, la seule valeur, c'est la valeur du peuple. Et est-ce que vous allez combattre ces gens qui vont essayer de chercher le soutien des militaires ou des lobbies économiques et financiers au lieu de chercher le soutien de la population? Vous savez, Parce qu'en démocratie, on agit avec le peuple, on n'agit pas avec les militaires. je vais vous donner une information. Tfadal. Aujourd'hui, je n'ai aucun intérêt économique en Algérie. Alhamdulillah. Ouais, les gars, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je n'ai aucun moyen de pression de l'extérieur sur ma personne en Algérie. Personne ne va me dire, sur Hachinéka, attention, si vous dites ça ou vous faites ça, on risque de vous fermer votre usine, fermer ou votre une usine, exploitation, oui. voilà, ou de couper Voilà. votre salaire. Alhamdoulilah, je
Je ne suis pas dans le besoin. Vous êtes indépendant financièrement. Tout à fait. Et à ce sujet, j'ai même dit que si je deviens président de la République algérienne, je souhaite simplement avoir 1 dinar symbolique en tant que salaire du président. Donc là-dessus, je n'ai pas de pression à recevoir de qui que ce soit. Et en termes de liberté, vous avez bien vu que je ne suis pas le genre de personne qui va courber les chines ou qui va fermer sa bouche. Absolument. Monsieur Rachid Nokaz, est-ce que vous avez des relais, vous avez parlé de contact avec des entreprises internationales, est-ce que vous pouvez promettre aux Algériens aujourd'hui que si vous êtes élu président de la République, de ramener premièrement les compétences internationales et les compétences algériennes qui vivent à l'étranger et le capital étranger pour investir en Algérie? Parce qu'il faut qu'il y ait un capital algérien et étranger. On ne peut pas indéfiniment compter que sur l'argent public quand même. Je suis d'accord. Comme vous le savez, j'ai lancé un appel à la diaspora algérienne donc, qui vit à l'étranger. Notamment, il y a plus de 100 000 cadres algériens pour que si je deviens président de la République algérienne, ils puissent revenir en Algérie et apporter leurs compétences, notamment en termes d'éducation, en termes économiques, en termes d'environnement, notamment en termes d'agriculture, parce que nous avons une agriculture moribonde en Algérie et ce n'est pas acceptable. Nous étions le grenier du blé de l'Afrique et aujourd'hui nous sommes un des principaux importateurs de blé. Ce n'est pas acceptable. Et en même temps, bien sûr, je veux faire le maximum pour attirer les capitaux privés étrangers de façon à ce que l'économie algérienne cesse d'être une économie de rente et devienne une économie de production. Et je ne souhaite pas que ce soit simplement des mots en l'air, mais que ça recouvre une réalité. Mais pour cela, évidemment, mon parcours en tant qu'homme d'entreprise fait que je pense que je suis plus à même de mettre en place ce type d'idées nouvelles plutôt que mes concurrents qui malheureusement sont dans un état d'esprit qui correspond aux années 60. Et les 200 milliards de dollars qui sont en réserve de change, ou plutôt investis dans les bancs du Trésor américain, que certains disent aujourd'hui qu'il est presque impossible de les récupérer. On a vu un article de Sofiane Djilali, président du parti Jil Jadid, qui a parlé sur un journal francophone, qui expliquait qu'il est presque impossible aux Algériens aujourd'hui de récupérer leur argent. Est-ce que vous, en tant que président, vous allez pouvoir le récupérer et l'investir ailleurs? Au niveau de Rachid TV, on a démontré que, par exemple, un pays qui a une rente similaire à la nôtre, comme la Norvège, investit différemment sa rente pétrolière en faisant en sorte qu'il y gagne plus que nous. Alors que nous, on l'investit totalement dans les bancs du Trésor, dans un pays qui coule, qui n'arrive même plus à payer ses propres fonctionnaires, et avec un taux d'intérêt très très bas. Est-ce que vous allez donner un coup de réforme à ce système? Vous venez de prendre l'exemple de la Norvège. La Norvège produit du gaz. Principalement, ils ont créé un fonds souverain qui pèse aujourd'hui à peu près 600 milliards de dollars. Aujourd'hui, l'Algérie, c'est autour de 215-230 milliards. Mais la Norvège a une véritable économie. C'est-à-dire que la Norvège ne touche pas à l'argent du gaz. C'est l'argent des générations à venir. Tout à fait. C'est pour les générations à venir, à une époque ou à une période où il n'y aura plus de gaz. L'Algérie, malheureusement, vit essentiellement du gaz et du pétrole. À mon sens, il faut profiter de cette manne pétrolière et gazière pour investir davantage dans les infrastructures. Les infrastructures, ce n'est pas simplement les routes et les autoroutes, mais c'est aussi les hôpitaux, c'est aussi les infrastructures liées aux nouvelles technologies, la fibre optique, la 4G, les égouts, l'électricité. Donc on a besoin d'abord et avant tout d'investir cet argent-là dans les infrastructures de façon à ce que l'Algérie puisse attirer davantage les entreprises internationales. Car une entreprise internationale, elle ne voudra pas s'installer en Algérie s'il n'y a pas d'eau, s'il n'y a pas d'électricité, s'il n'y a pas d'égout, s'il n'y a pas de fibre optique, s'il n'y a pas d'hôpitaux, s'il n'y a pas de tramway. S'il n'y a pas de 4G. Et on a d'abord besoin d'investir là-dedans. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, évidemment, si je deviens président de la République, que je demanderai à savoir où est cet argent, et évidemment à pouvoir en faire bénéficier l'Algérie. Donc je ne crois pas que cet argent est caché. Président de la République, Rachid Nokaz, comment il envisagera les relations avec l'ancienne puissance coloniale, qui est aujourd'hui très présente par ses entreprises dans l'économie algérienne, notamment surtout dans les transports, dans la construction des grandes infrastructures, dans l'agroalimentaire, ses premiers fournisseurs de blé et de farine. Comment vous envisageriez cette relation
entre votre pays d'origine et votre pays de naissance? Les relations entre l'Algérie et la France ont toujours été des relations à la fois proches et distantes. Moi, je pense qu'il faudrait qu'on ait un vrai débat avec la France, notamment par rapport à l'héritage colonial. Moi, je suis parmi celles et ceux qui considèrent qu'il y a eu un génocide en Algérie par rapport à la colonisation. Je le dis clairement. Et tant qu'on n'aura pas fait cette psychanalyse des relations politiques et identitaires entre l'Algérie et la France, je pense que la situation ne va pas s'améliorer. Il y a plus de 5 millions d'Algériens qui vivent en France aujourd'hui. Ce n'est pas négligeable. Je pense qu'il faut qu'on mette en place un véritable partenariat avec la France de façon à ce que les échanges soient justes. Parce que malheureusement aujourd'hui, les échanges économiques avec la France ne sont pas justes. Nous achetons par exemple des produits agroalimentaires à un prix plus élevé que les cours mondiaux. Ça, ce n'est pas acceptable. Donc je pense qu'il faudra qu'on ait des discussions sérieuses sur une base égalitaire avec la France. D'accord. Et comment vous envisageriez le système politique sur lequel vous allez vous baser et sur lequel vous allez gouverner si jamais vous êtes élu président de la République? Est-ce que vous allez continuer avec un système présidentiel où le président de la République prédominera les pouvoirs politiques ou peut-être vous allez réformer la Constitution pour aller plus vers un système parlementaire où le Premier ministre et le gouvernement seront responsables devant un Parlement qui aura un véritable pouvoir de contrôle? C'est vrai que j'entends qu'il y a un débat en Algérie sur est-ce que oui ou non il faut un système présidentiel ou un système parlementaire. De formation historique et philosophique, je crois qu'il faut rester avec le système présidentiel parce que c'est un système qui permet d'avoir une continuité de l'État, une stabilité des institutions. On a bien vu qu'en France, au moment de la 4ème République, c'était un système qui était très instable. Nous avions un changement de gouvernement tous les 6 mois. Mais qui dit système présidentiel ne veut pas dire qu'il ne faut pas un Premier ministre, un chef de gouvernement qui soit responsable devant l'Assemblée. Donc je pense qu'il faut un mixte, à la fois un système présidentiel, mais avec un chef de gouvernement qui soit responsable devant l'Assemblée. Et c'est ce qui permettrait d'avoir non seulement une continuité de l'État, mais surtout une stabilité de nos institutions. Monsieur Rachid Nokaz, vous n'êtes pas sans savoir que l'Algérie a vécu un traumatisme lié à la guerre civile qui a éclaté au lendemain du coup d'État du 13 janvier 1992. Il y a beaucoup d'Algériens aujourd'hui qui sont interdits de politique, vu ce qui s'est passé dans les années 90. Il y a eu un référendum sur la réconciliation nationale, concorde civil, qui a été accepté par une partie et qui a été refusé par une partie parce qu'il n'y a pas eu justice et vérité. On a toujours 17 000 disparus, dont on ne connaît pas le sort aujourd'hui. Entre 17 000 et 20 000 disparus. Il y a des gens qui ont été emprisonnés dans le Sahara. Il y a eu des tortures, des disparitions forcées, etc. Il y a même des Algériens, des centaines, des milliers d'Algériens qui vivent l'exil aujourd'hui à cause de leurs idées politiques et de leur engagement politique passé au sein du Front islamique du salut. Est-ce que, Rachid, président de la République, vous allez faire la lumière, vous allez faire un travail de réconciliation nationale, comme par exemple ça a été fait en Afrique du Sud avec un minimum de justice et de vérité? Est-ce que Rachid Nokaz, président de la République, vous allez permettre à tous les Algériens et à toutes les Algériennes, quelles que soient leurs idées politiques, de devenir citoyens et d'exercer leurs droits politiques en Algérie sans tenir compte de ce qui s'est passé dans les années 90? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mon objectif en tant que président de la République, si je suis élu, Inch'Allah, c'est de mettre en place un état de droit. Et un état de droit n'est possible que s'il y a un état de vérité. Donc oui, je ferai en sorte qu'il y ait un travail de mémoire et de vérité par rapport aux 20 000 disparus de la décennie noire, Inch'Allah. Mais qui dit travail de vérité et de mémoire ne veut pas dire que ça va se faire rapidement. C'est un travail d'historien. C'est un processus. C'est un processus qui va être enclenché. Il ne faudra pas espérer que les résultats vont voir le jour dans 1 an ou 2. Absolument. L'idée, ce n'est pas une chasse aux sorcières, mais que ce travail se fasse dans la dignité et dans le silence. Et en dehors d'un esprit de vengeance. Absolument. Et est-ce que vous allez permettre aux exilés politiques de rentrer chez eux et d'exercer leurs droits de citoyens, de constituer des partis, des syndicats, des associations?
oui, Rachid Nekaz, en tant que président de la République algérienne, restera un démocrate et quiconque respectera les institutions algériennes aura le droit de refaire de la politique et d'avoir des activités politiques en toute liberté et responsabilité. Une dernière question avant de vous donner le mot de la fin que vous allez adresser aux Algériens et aux Algériennes. Rachid Nekaz, président de la République, vous allez avoir des élections législatives. Est-ce que vous allez constituer un parti politique? Rachid Nekaz, président de la République, va créer un parti politique. Si votre parti politique n'est pas majoritaire au Parlement et si on arrive à avoir une majorité d'islamistes, comme c'est le cas par exemple en Tunisie ou en Égypte où il y a eu une ouverture politique sincère, est-ce que vous allez pouvoir ou est-ce que vous voyez composer avec une majorité islamiste ou vous allez les combattre politiquement? Je l'ai dit, je l'ai écrit, si je deviens président de la République algérienne, je mettrai en place un gouvernement d'union nationale avec l'ensemble des sensibilités politiques qui seront représentées. Car je considère que ce n'est pas Rachid Nekaz tout seul qui va régler le problème de l'Algérie, mais c'est l'ensemble des bonnes volontés, que ce soit des femmes ou des hommes, de l'ensemble des sensibilités politiques algériennes qui vont ensemble servir l'Algérie et le peuple algérien. Vous n'allez exclure personne? Je viens de vous le dire. L'ensemble des composantes de la société algérienne seront représentées au sein de ce gouvernement d'union nationale. Je vous laisse le mot de la fin que vous allez adresser aux Algériens, puisque vous êtes candidat, leur candidat. Je vous laisse 2-3 minutes, vous vous adressez à eux. Et vous allez les écouter, vous voir. Vous avez la caméra juste en face de vous. Je voulais dire et répondre à certaines questions, notamment de citoyens algériens, qui me disent où j'étais pendant la décennie noire. Je tiens à dire que je suis né en France, j'ai vécu en France, et pendant la décennie noire, j'ai financé plus d'une centaine de personnes de ma famille qui sont restées en Algérie et qui étaient terrorisées par la peur et la violence. J'étais en France, mais j'étais avec le cœur et avec mes moyens en Algérie et en espérant que cette décennie puisse finir, car je ne me reconnaissais pas dans cette Algérie de la violence, moi qui était baigné dans l'idée que l'Algérie c'était l'espoir et c'était la paix. Et aujourd'hui que, alhamdoulilah, que cette décennie noire est passée, j'ai envie d'apporter mon expérience, mon enthousiasme, mon énergie pour servir tous les Algériens, et notamment les jeunes Algériens. Car les jeunes aujourd'hui me disent, on en a marre de 1954, on en a marre de 1962, on a envie d'avoir notre propre révolution, on a envie de vivre notre propre vie. Et j'aimerais répondre à l'attente de ces jeunes en leur disant, je suis votre candidat. Je suis le candidat des jeunes et le candidat du changement pour que l'Algérie de demain soit une Algérie qui ne pousse plus les Algériens à fuir vers l'étranger, car malheureusement, des centaines de milliers de jeunes ont fui l'Algérie pour aller à l'étranger, et je souhaite qu'ils reviennent en Algérie, car avec moi, Inch'Allah, il y aura un avenir pour la jeunesse et pour les jeunes. Et pour cela, j'ai besoin de vous. Assalamu alaikum. Monsieur Rachid Nekaz, je vous remercie pour ce mot de la fin. Je vous remercie d'avoir répondu présent à notre invitation. Merci de votre invitation. invitation. Et puis nous espérons vous revoir, Inch'Allah, très prochainement lors d'une campagne électorale. On espère que votre candidature sera validée. On vous souhaite bon courage dans votre combat et celui de tous les Algériens patriotes. مشاهدينا الكرام، نتمنى أنكم استفدتم من هذه المداخلة من السيد رشيد نقاز الذي يترشح للرئاسيات المقبلة المزمع تنظيمها في أفريل 2014 إن نظمت. نتمنى إن شاء الله أن نلقاكم في الأسبوع القادم مع سياسي أو نقابي جزائري أو عربي للحديث معه حول الوضع السياسي في الجزائر أو في عالمنا العربي الذي يهمنا كلنا. إلى ذلك الوقت أعاذنا الله وإياكم من حكم العسكر. سلام الله عليكم.